Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série de podcasts de la Chambre de commerce et d'industrie franco-ukrainienne. Avec vous, Sébastien Gobert, et je commence par récapituler quelques faits marquants de l'actualité ukrainienne. Ce week-end, l'Ukraine a enregistré moins de 10 000 nouveaux cas de Covid-19. C'est une baisse de la tendance des dernières semaines et donc un signe encourageant, peut-être un effet du confinement du week-end. À l'heure où plusieurs gouvernements à travers le monde reconfinent, je rappelle que l'Ukraine vit en ce moment selon un régime de quarantaine souple, mais qu'elle réfléchit à des mesures de confinement strictes autour des fêtes de fin d'année si le nombre de cas continue à augmenter. Toujours lié à la pandémie, Volodymyr Zelensky a promis une série de nouvelles mesures de soutien pour les PME touchées par la crise. Des projets de loi devraient être adoptés d'ici la fin de l'année. L'Ukraine pourrait trouver une issue à sa crise constitutionnelle dès cette semaine si le Parlement parvient à restaurer des éléments du système de lutte anticorruption. Sans entrer dans les détails techniques, ce ne sera qu'une solution temporaire, mais elle pourrait permettre à l'Ukraine de recevoir une prochaine tranche d'aide du FMI. Affaire à suivre. Et je rejoins maintenant mon invité, Florian Garnier. Bonjour. Bonjour Sébastien. Florian, tu es agriculteur français établi en Ukraine depuis 2009 dans la région de Jytomyr, si je ne m'abuse. Je suis un groupe d'associés agriculteurs établis sur 3 fermes, exactement dans l'oblast de Jytomyr, au nord, au sud et au sud-ouest. Et c'est un groupe avec un joli nom, Champs-Élysées. Est-ce que c'est un clin d'œil à tes origines françaises ou est-ce que ça a un lien avec la nature de tes activités ici en Ukraine ? C'est connecté à un gros clin d'œil puisque le nom a été trouvé par une comptable soviétique dans un restaurant autoroutier en 2008, alors que nous séchions sur le nom à donner à la société. D'accord, on sent qu'il y a une histoire derrière tout cela. Alors, pour continuer, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes activités ? Alors, nous sommes arrivés en 2009. Nous avons prospecté en 2007-2008 avec un associé agriculteur français, Guillaume Garneau. Nous avons prospecté des terres en Ukraine, en Roumanie, en Pologne. Notre choix s'est fait directement sur l'Ukraine, puisque hors d'Europe, puisque des belles terres de Tchernosium et un système kolkhozien ancestral, on va dire, qui prêtait déjà à l'agriculture à grande échelle, on va dire. On a commencé tout petit, on a commencé avec 500 hectares. En tant que Français, en tant qu'agriculteur français, arriver en Ukraine et se dire qu'on exploitait déjà une ferme de 500 hectares avec des perspectives de monter à 1000-2000 hectares, c'était déjà beaucoup, c'était déjà très bien pour nous. Au fil des saisons, on a vu qu'on a eu la confiance des villageois, des agriculteurs aux alentours, et on nous a très vite proposé beaucoup de terres à reprendre. Donc en fait, on est passé de 500 à 2002, à 3002, 3004, puis à ce jour 10 000 hectares cultivés. Oui, c'est assez conséquent. Et qu'est-ce que vous y cultivez ? On cultive 5 cultures principales. Je vais commencer par les dates de semis, ce sera plus simple de les retenir. C'est le colza, le blé, le tournesol, le maïs et le soja. Donc on fait une rotation entre 5 et 7 ans sur 5 cultures principales. On en a testé beaucoup. On a fait de la pomme de terre, on a fait du millet, de l'avoine, du seigle. Là, on introduit la betterave sucrière. Mais on est principalement resté sur ces 5 cultures qu'on a mis longtemps à établir, puisque les terres ont été reprises pour la moitié en friche. Or, les friches mettent entre 3 et 4 ans à trouver un bon niveau de potentiel. Donc, on est arrivé aujourd'hui sur une rotation, on va dire, de 5 cultures qui prennent chacune 20% de notre sol. Et donc, j'imagine que les expériences de ces 11 dernières années a été très riches. Ça a été très riche d'expériences de beaucoup de points de vue, que ce soit le politique, le géopolitique, l'agronomique. Je pense qu'on n'aurait pas pu rêver mieux que de venir en Ukraine en cette période. Ouais. Sur le point de vue agronomique, quand on est arrivé dans la région de Jytomyr, il y avait 50% des terres qui étaient encore en friche. À l'échelle de l'Ukraine, c'était 30%, mais on va dire que Jytomyr était un petit peu la région pauvre, puisque la moitié de la région est assez sableuse. Donc on avait de quoi faire. Et effectivement, la première moisson de blé, ça a donné 25 quintaux de blé. C'était très bas, c'était dans du chien-dent, dans des salles, pas plates, donc difficilement mécanisables au début. Et puis les rendements sont passés à 30, très linéairement, 35, 45, 55, 65, 75, etc. À un niveau de rendement, aujourd'hui, on est pas sur des gros bassins céréaliers français, mais à un niveau de production de bonnes terres françaises. Je ne dis pas que ça a été facile tous les jours, puisque les cours de céréales sont relativement bas depuis, on va dire, 2007, 2007-2008. On a eu quelques années correctes sur certains prix,
Mais globalement, heureusement que le rapport rendement intrant en Ukraine est assez favorable. Alors il est favorable parce qu'effectivement on travaille en 24/24, hein, donc on a une mécanisation qui est bien inférieure à d'autres plaines européennes. Et les intrants également, puisque bon, les tchernosiums sont très riches, donc en conséquence on a beaucoup moins besoin d'engrais de fond, par exemple. Les coûts des phytosanitaires, qui est un coût assez élevé pour nous, est fortement divisé puisqu'on arrive sur une terre vierge. Vierge dans le sens où on n'a pas besoin de reproduire les erreurs qui ont été faites dans les années 80, 70-80 en France, avec des monocultures, avec l'utilisation de produits phytosanitaires intensifs. On sait les raisonner aujourd'hui. On part finalement avec des bases justement françaises comme l'INRA, comme les CETA, des instituts qui testent énormément les produits et qui nous permettent de les appliquer ici sur des terres dans lesquelles il n'y a pas de résistance. Donc pas de résistance aux herbicides, pas de résistance aux insecticides. Donc on peut fortement diminuer les doses. Et quel a été ton plus grand défi au cours de la décennie passée ? Le plus grand défi, ça a été le financement. De toute façon, indéniablement, je pense, comme tous les entrepreneurs français en Ukraine, c'est de trouver de la finance de la part soit d'investisseurs privés qui puissent avoir confiance en l'Ukraine, puisque trouver de la finance dans une période comme Maïdan, les 3-5 ans qui ont suivi avec de la dévaluation, c'est très difficile de convaincre. Et pour les banques locales, le taux est très très cher. Donc, principalement, c'est la finance. Pour l'accès aux intrants et à l'équipement, il n'y a pas eu de problème, dans le sens où on est arrivé même 10 ans trop tard, dans le sens où plus tôt nous serions arrivés et plus tôt nous aurions une ferme d'un seul tenant et plus consolidée. Les fournisseurs étaient déjà là, que ce soit des fournisseurs de matériel, de semences, de phytosanitaires, d'engrais. On n'a pas eu de problème de sourcing. Tous les commerciaux et toutes les sociétés étaient présentes avec des catalogues très complets. Trop complets d'ailleurs, parce que c'est un marché jeune et donc les fournisseurs démarchent énormément avec des produits qui ne sont pas forcément adaptés à nos régions. Je parle en termes de technologie, notamment de semences. Donc il y a encore un travail à faire là-dessus en agriculture en Ukraine. Et j'ai vu d'ailleurs sur la page Facebook des Champs-Élysées que vous utilisez des drones dans votre travail d'épandage. Donc vous êtes vraiment à la pointe de la technologie. On peut être toujours plus à la pointe de la technologie parce qu'elle va très très vite. Elle va très vite et on est souvent en retard. Pour les drones, ça fait un moment que c'est en place. Nous, ça répondait à deux problématiques. La première, c'est que les avions, donc c'est toujours dans la démarche de traitement de produits phytosanitaires, quand les cultures sont très hautes, on ne peut plus passer avec les tracteurs et donc on est obligé de le faire en aérien. Les avions font beaucoup de bruit, sont très mal vus de la part des villageois puisqu'ils ont un rayon de braquage très 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 large, donc ils survolent les villages, etc. Donc dans cette démarche, on va dire de pollution sonore, sanitaire et visuel, on est passé aux drones, hein, parce que c'est quand même des gros drones. Hein. Ce sont des drones qui font 2,50 m d'envergure environ, qui permettent de soulever 25 kg de produits. Ils survolent la culture à 5 mètres. Ils vont assez vite, ils sont très très précis parce qu'ils sont en RTK, c'est-à-dire qu'ils ont un positionnement à 3 cm près. Donc on ne fait pas d'erreur de pulvérisation, on ne fait pas d'erreur d'épandage de produits sur des parcelles qui ne seraient pas les nôtres. On n'a aucune pollution sonore et visuelle vis-à-vis du village. Et avec tous ces investissements, j'imagine que vous voyez d'un bon œil l'ouverture du marché foncier prévue en 2021. Alors, on ne sera pas concerné par la levée du moratoire, en tout cas jusqu'en 2025, parce que de 2021 à 2025, ce sera uniquement les personnes physiques dans une limite de 100 hectares et de citoyenneté ukrainienne, avec comme condition, et c'est important en Ukraine, de l'argent traçable propre. C'est-à-dire qu'un Ukrainien pour acheter un lopin de terre de 100 hectares devra de toute façon prouver l'origine des fonds. Ça crée quand même beaucoup de limites à ce qu'on puisse imaginer que notre plaine serait achetée du jour au lendemain par des Ukrainiens très riches, hein, puisque les estimations qui sont faites de la terre sont quand même assez élevées, hein, quand on compare à des pays européens qui ont accès à la PAC, qui n'ont pas de problème géopolitique, qui n'ont pas de problème, on va dire, monétaire et bancaire. Finalement, le prix de l'hectare est assez élevé ici. Voilà, quelqu'un qui veut acheter demain un hectare de terre ne trouvera pas forcément un villageois qui est capable de le brader. Aujourd'hui, nous ne sommes pas propriétaires et nous ne sommes pas toujours également, pour d'autres agriculteurs en Europe, propriétaires de sa terre. Je crois qu'il y a à peu près 70% des agriculteurs français qui ne sont pas propriétaires, qui sont locataires. Et pour autant, ça ne pose aucun problème. Quelqu'un peut avoir envie d'investir dans le foncier, mais pas nécessairement d'exploiter. Donc ça ne nous fait pas vraiment peur. On se dit en revanche que c'est vraiment dommage.
C'est dommage dans le sens où on a apporté énormément de capital en Ukraine, on a créé beaucoup d'emplois. Ça fait 10 ans qu'on paye nos impôts, qu'on participe au budget des villages, des régions. Et au bout de 10 ans, on nous dit, bon merci beaucoup les étrangers, vous avez fait quelque chose de très propre, mais vous ne pourrez pas croquer au gâteau. C'est un petit peu l'injustice qui se pointe devant nous. En revanche, être propriétaire ou non, ça ne nous empêchera pas de continuer à exploiter. On a aujourd'hui on a à peu près 50% de notre surface qui est engagée sur des baux de 15 à 20 ans. Donc un nouveau propriétaire demain serait à la limite plus facile à gérer pour 100 hectares que 50 propriétaires. Ce sera peut-être quelqu'un qui comprendra un petit peu plus le sens des baux de location, de la négociation du loyer, que ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais si je comprends bien, en 2025, tu serais intéressé de pouvoir acheter. Alors, en 2025, la terre serait à vendre aux personnes morales si le capital étranger est reconnu. Bien évidemment, on sera ravis de pouvoir acheter un petit lopin de terre, de pouvoir se dire, ça y est, quand même, au bout de 15 ans, on est venu en Ukraine, on a investi, on s'est établi familialement pour beaucoup d'entre nous en Ukraine. On va enfin pouvoir avoir notre petit lopin de terre comme un Ukrainien. Maintenant, à grande échelle, au niveau de l'exploitation, je dirais qu'on serait plutôt à regarder comment est la situation géopolitique et économique de l'Ukraine en 2025. Est-ce qu'il y a eu un boom ? Est-ce que ça se tire vers le haut ? Est-ce que ça vaut le coup d'immobiliser encore de l'argent en Ukraine ? On a mis beaucoup au niveau du fonds de roulement, au niveau des investissements matériels et des bâtiments. Est-ce qu'on voudra en mettre une couche supplémentaire sur le foncier ? Ce sera la grande question. Mais bien évidemment, on sera content symboliquement de pouvoir acheter un lopin de terre. Et alors, pour terminer sur une note générale, est-ce que tu conseillerais à des agriculteurs français de venir s'installer en Ukraine ? Est-ce que c'est une expérience que tu recommandes ? On le recommande chaudement. On a une bonne dynamique d'agriculteurs français. Alors, on n'est pas très nombreux en tant que Français. On est assez nombreux en tant qu'Européens, puisque finalement, donc, on se connaît également en tant que Belges, Hollandais, Allemands, Autrichiens. On se côtoie tous. On sera ravis d'avoir un peu plus d'agriculteurs français pour pouvoir échanger, puisqu'on vient généralement tous d'horizons et de régions françaises assez diverses. Donc, ça permet d'avoir des bonnes synergies, des bons retours d'expérience. On a toujours eu des agriculteurs français qui sont venus faire des visites de ferme et on serait ravis d'avoir des installations qui se concrétisent pour avoir des nouveaux voisins. Et c'est sur cette invitation cordiale que l'on va se quitter. Merci beaucoup Florent Garnier. Merci à toi. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode de la série de podcasts de la Chambre de commerce et d'industrie franco-ukrainienne. C'était Sébastien Gobert. À très bientôt pour une nouvelle conversation.